BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. On commence la semaine par fêter un anniversaire. Voilà, c'est les 10 ans de la maison du Bitcoin devenue Coinice. Et pour l'occasion, pour fêter ça, on reçoit Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. CEO du coup de Coinice. Et puis on profitera de cette rétrospective, les fameux 10 ans de la maison du Bitcoin, pour faire le point sur les 10 dernières années dans les cryptos. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les tendances à venir? Et où en est-on dans le cycle? Voilà, vous êtes nombreux à vous poser la question. Nous sommes en ligne aussi avec Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin. Bonjour Benoît. Bonjour. Mais d'abord, c'est l'heure du point technique, le point marché, avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Alexandre, moins 5% sur une semaine pour le Bitcoin. On est passé tout à l'heure en deçà des fameux 66 000 $ sur le Bitcoin. Est-ce le moment de paniquer ou au contraire, est-ce une opportunité d'achat ? Alors, il y a plusieurs strates de réponse à ça. Tout d'abord, on s'est parlé la semaine dernière, on était à 70 000 $ et nous, on expliquait que dans le contexte toujours monétaire, de taux, de la Fed notamment, il y a peu de raisons de voir le Bitcoin s'envoler vers des nouveaux records dans l'immédiat et qu'on pensait plutôt le revoir dans des zones 60-65 000 à court terme. Donc, on est dans ce scénario-là. Et il y a également un enseignement intéressant, c'est que, intéressant en tout cas à noter, qui est que l'élection, le stress généré par l'élection, la dissolution de l'Assemblée nationale, n'a pas déclenché un réflexe un peu valeur refuge. C'est-à-dire que la volatilité qu'on a en Europe sur les actions, par exemple, ne s'est pas traduite par la course à certains actifs qui ont pu être considérés, on se souvient du Bitcoin par exemple au mois d'octobre dernier ou dans d'autres phases, un peu de considérés comme une valeur un peu refuge par rapport à un stress important. Donc ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc on sent que l'aspect politique ne viendra pas, ou l'aspect instabilité politique ne viendra pas, en tout cas pour l'instant, je ne vais pas dire au secours parce qu'il n'y a pas de danger majeur, mais ne viendra pas soutenir Bitcoin. Et on a l'impression, vous voyez, qu'il y a aussi cette décorrélation avec les actifs comme le Nasdaq, par exemple. On voit très bien que le Nasdaq marque record sur record ces derniers temps, alors que Bitcoin, lui, est retombé sur un plus bas d'un mois. Et là, on voit bien qu'il y a d'un côté un thème qui porte toujours, qui est l'intelligence artificielle pour le Nasdaq, alors que ce thème ne porte pas Bitcoin, qui lui est plutôt, à ce stade, toujours lié aux questions un peu de niveau de taux américain. On a vu que la Fed, la semaine dernière, a délivré un discours qui était assez peu accommodant, plus qu'une seule baisse de taux anticipée d'ici la fin de l'année, alors qu'on en avait 3 encore anticipées quelques semaines auparavant. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, à ce stade d'argument, même sectoriellement, je n'en vois pas, d'actu propre au secteur crypto, pour dire que là, subitement, on repartirait de 65 à 70, plus de nouveaux records. Je pense qu'il y a un risque, notamment si nous devions avoir un peu plus de volatilité côté US. C'est ça la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a de la vol en Europe sur les actions, mais peu aux US. Si les US devaient commencer à être un peu plus volatiles, au marché actions, je parle, et que le Nasdaq devait retracer un peu, je pense que dans ce cas-là, Bitcoin jouerait aussi un peu ce scénario-là. C'est-à-dire qu'on pourrait le revoir un peu plus bas, à nouveau dans cette zone, entre 60 et 65. Donc il me semble qu'un retour dans cette zone n'est pas impossible à court terme, 60-65, mais pour terminer, pour répondre à votre question, je pense que ça reste une très belle zone d'accumulation. C'est-à-dire qu'on a un mouvement très latéral sur l'actif depuis maintenant le mois de mars, c'est-à-dire qu'il ne rend pas non plus beaucoup de gains. Alors, on était parti des 25 000 pour aller à 75 000 quasiment. On voit qu'on préserve la majorité des gains qui ont été réalisés sur plusieurs mois, donc c'est une phase typique de consolidation, de latéralisation, et donc c'est vraiment dans ces phases qu'on accumule pour le prochain rallye. Donc je ne suis pas inquiet du mouvement, je le trouve plutôt sain, ça calme les tensions qu'on pourrait avoir il y a quelques mois encore, ça consolide, donc c'est une bonne base qui se construit pour le prochain rallye. Merci beaucoup Alexandre. Et à très court terme, qu'est-ce que vous surveillez? On est toujours sur la potentielle baisse des taux de la Fed, c'est ça que vous surveillez Alexandre? Oui, mais justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le Bitcoin avait quasiment que ça à se raccrocher pour espérer aller plus haut. C'est-à-dire qu'on espérait que la semaine dernière, par exemple, Powell ou le communiqué de la Fed, les projections de la Fed, commencent à entrouvrir un peu cette porte-là. Et on voit que c'est pas le cas. L'inflation n'a pas fait assez de progrès, c'est répété par Jérôme Powell, en tout cas pour leur donner suffisamment confiance pour baisser les taux. Et on disait tout à l'heure, les projections de la Fed, vous savez, on fait une fois par trimestre, dans cette nouvelle projection, elle a même rehaussé un peu son objectif d'inflation d'ici la fin de l'année, ce qui enlève du coup, en termes de probabilité, 2 baisses de taux, et il n'y en reste plus qu'une. Donc c'est cet environnement-là qui actuellement nourrit les cryptos, malheureusement il ne les nourrit pas justement, qui enlève un petit peu de soutien, et comme je ne vois pas cet environnement changer là, à horizon 2-3 jours, il n'y a pas de cette semaine d'éléments liés à la politique monétaire ou au taux ou autre, donc je verrais bien l'environnement dans lequel on évoluait la semaine dernière se poursuivre cette semaine, et je pense que la probabilité de revisiter 60-65 000, donc peut-être passer un peu 65 dans les heures et jours qui viennent, ne paraît pas négligeable. Merci beaucoup Alexandre Baradez d'avoir été avec nous, chef analyste chez IG. Bonne journée Alexandre. Nicolas Louvet, donc CEO de Coinice. Coinice a 10 ans, la maison du Bitcoin. Il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. Qu'est-ce que c'était au départ, Coinice, à l'époque? C'était quoi? C'était un des premiers exchanges crypto en France?
Avant ça, CoinHouse a été créé par Éric Larchevêque et Thomas France en 2014, inauguré le 13 mai 2014. Et à l'époque, ce n'est pas vraiment en fait un exchange, c'est plutôt un lieu de rassemblement pour les gens qui s'intéressent à la crypto, un lieu d'éducation, un lieu de pédagogie et un incubateur. Vraiment, l'idée de départ, c'est qu'il n'y avait rien sur le sujet de la crypto, mais Éric Larchevêque, fondé en fait la société, avait envie d'ancrer en France et notamment à Paris un lieu physique. Il en existait quelques-uns dans le monde, mais aucun en France et quasiment aucun, je pense, également en Europe, qui était consacré à une technologie aussi innovante. Et il fallait en fait essayer de rassembler des gens qui essayaient justement de comprendre et d'innover. Mais qui n'avaient pas nécessairement de lieu pour pouvoir se rassembler. Et pas tous ces événements qu'aujourd'hui on trouve. Il n'y avait pas VFM Crypto pour en parler et pas non plus beaucoup de médias. Donc c'était avant tout un lieu. Très vite, ce lieu et cet incubateur ont donné naissance à Ledger. Qui est né à la maison du Bitcoin, et le reliquat de ce lieu est devenu un lieu approprié en fait à l'achat de Ledger et également à l'achat de crypto. La fameuse maison du Bitcoin telle que vous la connaissez tous et que tu as mentionné, qui est plus un lieu qui ressemble à un bureau de change. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été un exchange. On n'a jamais fait une place de marché avec une bourse où les gens se mettaient autour de la table en disant tiens, combien tu veux mon Bitcoin, moi je suis prêt de l'acheter à tel prix. Ça, c'est vraiment le fonctionnement d'un exchange. C'était un broker, donc un lieu où tu viens et tu souhaites acheter pour 100 € de Bitcoin, tu payes, tu donnes une adresse de wallet, a priori une adresse de wallet Ledger, on t'achète ton Bitcoin, enfin on te vend le Bitcoin, on te l'envoie sur ton wallet. Et bien évidemment, comme CoinHouse n'est pas une société de minage, comme CoinHouse ne produit pas du Bitcoin ou n'en possède pas des quantités infinies, eh bien il va se sourcer au même moment qu'il te vend de la crypto, il va se sourcer auprès d'un exchange, historiquement auprès de Kraken. Donc on était l'intermédiaire pour permettre à des gens en 2014, pour lesquels il était assez compliqué d'aller sur des exchanges. Il y a eu quand même à cette époque pas mal d'histoires assez tristes sur les hacks des exchanges, etc. La question de la sécurité, de la confiance était un élément clé pour la compréhension et l'appréciation en fait de la crypto. Et donc rien de plus évident que de proposer une interface physique avec des gens qui sont prêts à vous expliquer ce que c'est, à vous accompagner dans le stockage sur un ledger et à vous permettre de l'acheter. Et là, vous le possédez immédiatement. C'est-à-dire vous pouvez le voir sur votre ledger, vous pouvez l'utiliser ou le conserver. Et ça, c'est un élément important. On a gardé cet ADN d'ailleurs autour de la confiance, de la sécurité, de l'expertise aussi. Donc ça, c'est vraiment la maison du Bitcoin il y a 10 ans. Et ensuite, le groupe a énormément évolué. Bien évidemment, aujourd'hui, on n'a plus de lieu physique et on ne fait plus vraiment cette activité de bureau de change. On s'est très largement développé. Bon, et donc aujourd'hui, quels sont... on va revenir d'ailleurs un peu sur comment c'était avant, voilà, avec Benoît Huguet qui est en ligne avec nous, Benoît qui est dans cet écosystème-là depuis plus de 12 ans maintenant. Mais aujourd'hui, CoinHouse, qu'est-ce que, effectivement, vous le dites bien, c'est un abus de langage de dire que c'était un exchange, c'était pas un exchange. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est concrètement, quel service vous proposez? Parce que c'est plus du simple achat-vente de Bitcoin, il y a aussi d'autres... C'est un terme, j'ai utilisé un terme que j'ai peu le droit d'utiliser, mais je vais associer quand même le mot crypto-banque. C'est un terme que je pousse depuis 2019 pour essayer d'expliquer un peu notre fonctionnement, qui je crois est l'un des fonctionnements les plus communs que vous allez trouver dans l'industrie. C'est celui d'être une plateforme. Vous connaissez votre banque ou votre intermédiaire d'investissement. Qu'est-ce qu'il vous propose la plupart du temps? Il vous propose des valeurs d'investissement. Il vous propose bien sûr de pouvoir les acheter, les vendre, éventuellement les arbitrer, les échanger. Souvent, il va vous conserver ces titres. Dans le cas des banques, c'est la banque qui vous conserve les titres. Dans le cas d'autres acteurs, c'est fait par un tiers. Parce que dans les règles de marché, on a tendance à dissocier en fait le conservateur de celui qui fait l'opération de trading. Nous, ce qu'on fait chez CoinHouse aujourd'hui, on vous propose des actifs qu'on a sélectionnés, 57 actifs. On vous propose de les acheter en monnaie fiduciaire, de les échanger contre des stablecoins, on va peut-être en parler tout à l'heure, des jetons de monnaie électronique. On vous les conserve par défaut et ils ne sont pas sur un exchange. On les conserve, nous, dans nos systèmes. Il y en a une toute petite partie qui est sur les exchanges pour assurer la liquidité, mais la grande majorité des fonds sont stockés dans le système. Et d'ailleurs, on est totalement responsable de ces fonds. C'est-à-dire que si demain, de mon fait, je perds ces fonds, je vous les dois.
c'est marqué dans nos conditions générales, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'acteurs, et ce qui est le cas d'ailleurs des banques. Alors, ils ont des fonds de garantie qui font que si jamais la banque fait faillite ou qu'elle a eu un problème, elle vous doit bien évidemment l'argent. Elle a une dette entre vous, vous avez une créance. De la même manière, nous aussi, on doit l'argent à nos clients dès lors qu'elle est conservée chez nous et qu'on est responsable de cette sécurité. On n'est pas responsable de leur sécurité d'accès à leur compte, mais on est responsable des fonds que l'on conserve. Et dès lors, on propose des moyens, des produits d'investissement, des produits de rendement. Donc on voit bien que l'offre, elle s'est étendue. Ce n'est plus juste la possibilité d'acheter un bitcoin et de le retirer, ce qui est toujours possible. Vous pouvez toujours acheter un bitcoin. Et ça s'est considérablement élargi. Voilà, il y a d'autres produits qui existent pour faire du rendement. Voilà, renseignez-vous bien sûr, évidemment, parce que faut toujours se méfier, entre guillemets, notamment quand on a des rendements très alléchants. Il faut toujours comprendre le sous-jacent qu'il y a derrière. Mais effectivement, Nicolas... En l'occurrence, c'est du rendement de staking, ou alors c'est des produits de gestion pilotés. Et donc, on est sur des récompenses dans ce cas du staking. Dans le cas de la gestion pilotée, c'est de la gestion sous mandat. On gère votre argent et on a des reportings mensuels et trimestriels complets qui vous expliquent nos performances par rapport à nos indices et la performance absolue. Voilà. Benoît Huguet est toujours avec nous. Rebonjour Benoît, cofondateur du Journal du Coin. Benoît, il y a 10 ans, voilà, je le disais tout à l'heure, ça fait 12 ans que vous êtes dans cet écosystème. Il y a 10 ans, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui d'acheter du Bitcoin. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes d'évolution ces 10 dernières années dans ce marché-là des cryptos? Il y a tellement de choses à raconter. Mais effectivement, je suis content d'avoir eu le retour de Nicolas Louvet parce que je me souviens du lancement de la maison du Bitcoin il y a 10 ans. Donc je me souviens des files d'attente devant ce comptoir. Et il y avait déjà une belle énergie, mais le marché n'était pas du tout le même. Donc déjà, la première chose qui me marque et qui va marquer tout le monde, c'est le prix du Bitcoin. Donc pour rappel, je suis allé voir aujourd'hui sur CoinMarketCap un screenshot daté du 15 juin 2014 et le prix du Bitcoin était à $600. Donc là, nous sommes à plus de 60 000, 66 000. Nous verrons si nous rangeons entre 60 ou 66 000. Ça fait déjà x100 d'appréciation. Donc c'était un marché qui était beaucoup plus petit, qui était construit sur des idéaux. À ce moment-là, c'était vraiment un marché de niche. Donc nous avions la conviction que changer la monnaie, c'était changer le monde. Mais enfin bon, quand ma maman parlait à ses amis autour d'elle de mon implication dans les crypto-monnaies, dans Bitcoin, ça avait plutôt tendance à effrayer tout le monde qu'à susciter la curiosité ou l'enthousiasme. Et donc c'était vraiment un autre marché, plus petit, avec les mêmes idéaux, mais on ne trouvait pas déjà le même nombre de projets, Ethereum n'existait pas. On avait déjà Doge, donc on avait un premier Memcoin. On n'avait pas les mêmes acteurs, c'est-à-dire que qui était-ce? C'était, on va trouver des économistes autrichiens, peut-être des libertariens, des idéalistes, mais les institutionnels étaient encore frileux, alors que depuis on les retrouve. Et je dois avouer que à l'époque, j'ai déjà convaincu par ces idéaux, mais jamais je n'aurais réalisé à quel point Bitcoin aurait du succès et serait embrassé par l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on va retrouver les plus grands acteurs, on va retrouver BlackRock, on va retrouver des ETF, c'est très récent, c'est-à-dire des produits financiers qui vont être distribués par les grands partenaires financiers au monde entier. Il y a 10 ans, Benoît, si on vous avait dit ça, vous y auriez cru? Là, où on en est aujourd'hui, avec des ETF Bitcoin Spot, bientôt, a priori cet été, potentiellement, là, dans quelques semaines, des ETF Ethereum Spot listés, même si à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait pas Ethereum. Enfin, est-ce que vous auriez cru ce qui se passe aujourd'hui si on vous l'aviez dit il y a 10 ans? Non, je n'aurais pas osé en rêver. Je dois avouer que, en plus, ça ne s'arrête pas là. Il y a des États qui vont donner un cours légal au Bitcoin, à savoir le Salvador. On retrouve Bitcoin dans la présidentielle américaine, alors que moi j'étais habitué justement à plutôt... Bitcoin était plutôt un épouvantail que, disons, un objet de désir. Et donc on voit vraiment une évolution jusqu'aux plus hauts acteurs industriels, financiers, politiques, qui vont finalement faire cette course vers ce nouveau cryptoactif, cette nouvelle classe d'actifs qui est enfin reconnue
à mon sens, à sa juste valeur, mais nous verrons, oui. Donc c'est un parcours assez incroyable et qui n'est probablement pas fini, évidemment. Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Mais je regardais aujourd'hui, par exemple, je suis allé sur le fil Twitter de Nicolas Louvet qui fêtait les 10 ans de CoinHouse et qui annonçait avoir environ 200 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde. Je suppose que c'est un chiffre qui est dur à mesurer exactement, mais c'est en centaines de millions d'utilisateurs. Il y a d'autres technologies, évidemment, typiquement les réseaux sociaux, Internet, le mobile, qui sont dans le milliard d'utilisateurs. Donc nous n'y sommes pas encore. On n'est pas encore au milliard d'utilisateurs, donc il y a encore une marge de croissance à venir. Mais nous ne sommes plus au début balbutiant, naissant des crypto-monnaies, où cette innovation effrayée, repoussée, voilà, on a passé un certain stade. Donc moi je m'en félicite, j'en suis très heureux et jamais je n'y aurais vraiment cru, même si j'étais convaincu par cet écosystème. Bon, vous l'avez dit, Benoît, le Bitcoin a fait plus de fois 100 en 10 ans. Nicolas, pour l'instant, en tout cas, le marché marche par cycle, des cycles de 4 ans, rythmés par le fameux halving. Le halving, là, cette fois-ci, pour cette année, il a eu lieu il y a 2 mois. Tout à fait. Pour vous, est-ce qu'on en est dans le cycle là ? Souvent, dans les cycles précédents, on a dit le marché avait tendance à s'apprécier environ 100 jours après le halving. Là, on est 2 mois après le halving, donc à moins de 100 jours, on n'y est pas encore. Comment vous voyez les choses ? Je pense de la même façon que dans les cycles précédents. Là, je vois pas vraiment. Vous pensez que ça va se répéter, a priori, qu'il y aurait cette cyclicité qui devrait continuer ? Je pense qu'on est rentré, on a changé de cycle, c'est-à-dire que on a terminé le cycle le bear market, avec le bear market et notamment donc cycle 2020-2023. Je pense que là, depuis, moi j'estime que depuis le mois de novembre-décembre, on est rentré dans le nouveau cycle et que on est encore au début et on n'est pas à cette période bouillonnante qu'on devrait connaître un peu plus tard. Alors, quels vont être les éléments déclencheurs ? Je pense qu'il faut regarder autour des élections américaines. Je pense qu'il faut regarder autour des ETF. Je pense qu'il faut regarder autour des annonces de grands groupes aussi, qui peuvent, et je pense aux grands groupes technologiques, notamment sur les cryptos, qui peuvent amener en fait un plus gros regain d'intérêt, je dirais, et peut-être aussi un intérêt du grand public qu'on a constaté clairement sur le mois d'avril et sur le mois de février, mars principalement. Avril était un peu plus calme. Il y a eu un regain et depuis ça s'est calmé. Ça s'est calmé sur le grand public, sur les nouveaux entrants. En fait, il y avait pas tant de nouveaux entrants sur le premier trimestre. Il y en a eu. Certains disent que c'est la hausse la plus silencieuse qu'il y a eu depuis le départ. C'est-à-dire que c'est une hausse qui était surtout due entre guillemets aux institutionnels. Oui, alors avec des volumes quand même. Nous, par exemple, sur le mois de mars, c'était notre plus haut mois en termes de volume ever. On n'avait jamais fait un mois avec autant de volumétrie. Depuis la création Depuis la création, et même par rapport au mois à la période de 2021, on a battu le mois de mai 2021 de quelques millions d'euros, mais on l'a quand même battu. Avec beaucoup moins d'utilisateurs. Et surtout beaucoup moins de nouveaux utilisateurs. On a beaucoup d'utilisateurs récurrents et quand je parle à mes collègues patrons de brokers ou même d'exchange au niveau européen, on est à peu près tous sur le même constat. C'est-à-dire c'est pas le début, enfin on est au début, mais c'est pas le vrai bull market. Je pense qu'il viendra plus tard, s'il vient, parce que ça reste une hypothèse. Nous, on pense qu'il va venir. Je pense que la période, telle que l'expliquait tout à l'heure Alexandre Baradez sur la latéralisation, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu en 2020. Et 2020, c'est pas 2021. Les volumes sont vraiment venus et le haut du marché est venu en 2021. Donc à quel moment ça va se produire, sur quel événement, je ne sais pas. En tout cas, je reste moi personnellement très positif et je vois pas d'éléments majeurs qui viendraient bloquer l'évolution du marché, sauf un gros retournement, comme le disait également Alexandre Baradez, sur le marché américain, sur les taux, qui pourrait provoquer peut-être une chute globale des marchés financiers et qui emmènerait dans cette chute les actifs volatiles et les actifs risqués, dont les cryptos. Mais je dirais que dans ce cas-là, tout le monde va chuter et on verra à ce moment-là si, après une telle chute, on peut avoir une décorrélation totale. Mais là, on est plutôt dans quelque chose qui serait extrêmement négatif, qu'aujourd'hui, on ne voit pas nécessairement. Mais les signes noirs existent et on l'a vu dans le passé, malheureusement. Benoît Huguet, vous partagez ce constat que fait Nicolas là à l'instant, c'est-à-dire que
on a entamé un nouveau cycle au mois de novembre et que, on est dans une phase de latéralisation, mais qu'a priori, pour vous, les cycles devraient se répéter malgré l'arrivée des institutionnels qui n'étaient pas là avant? Et c'est vrai que l'histoire ne se ressemble pas toujours, mais elle rime. Donc jusqu'à présent, nous étions sur des cycles de 4 ans qui correspondent plus ou moins au halving de Bitcoin, avec l'offre de Bitcoin qui se raréfie et la demande qui est quand même relativement constante, bien qu'elle soit cyclique. C'est vrai qu'on retrouve, donc moi aussi je ne pense pas qu'on soit du tout ni à la fin ni au début, on est plutôt en moitié de cycle. Bon, ça c'est des bien grands mots, on n'en sait rien en vérité, mais en tout cas je ne pense pas qu'on soit à la fin et le bull market reste encore à venir, ça c'est ce que je pense. Et évidemment la question que tout le monde se pose, c'est d'où viendra le prochain milliard d'individus, d'où vont venir les prochains utilisateurs, parce que effectivement c'est ce que j'observe aussi, c'est que des nouveaux entrants, on a besoin de nouveaux entrants pour soutenir en fait cette technologie. Il faut des utilisateurs, il faut des investisseurs, il faut des gens qui entrent. Et alors quels sont les canaux d'acquisition qui sont nouveaux par rapport au cycle précédent? Effectivement, on retrouve les ETF. C'est-à-dire que les ETF vont permettre très certainement à la finance traditionnelle de vendre des bitcoins et des ethers, et peut-être d'autres cryptos à venir, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'était plus difficile d'accès pour un banquier. Et donc on peut penser à l'or gris, à savoir je pense aux cheveux gris, qui n'étaient pas forcément exposés au bitcoin. Et en fait, ça va pouvoir entrer dans une logique patrimoniale par le biais de leur banquier. Et c'est ce que disait Yves Chouefati, que Bitcoin, qui est le dirigeant de Tobam, un fonds d'investissement, Bitcoin est un outil de diversification très efficace. Donc on peut rêver ou même supposer un avenir dans lequel, dans l'assurance vie ou dans ce type d'investissement traditionnel, une proportion de Bitcoin entrerait. Et ça, déjà, ça pourrait correspondre à des milliers de milliards qui seraient captés par Bitcoin. Effectivement, il y a de plus en plus de conseillers en gestion de patrimoine qui s'y mettent. D'ailleurs, Yves Chouefati, que vous citez, Benoît, sera avec nous demain dans l'émission à 15h. Donc, je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent l'entendre. Juste, il nous reste très peu de temps. Et bon, malheureusement, j'ai plein de questions. Mais rapidement, quelles sont pour vous, à chaque cycle est animé par certaines tendances. Pour vous, est-ce que vous avez repéré certaines tendances qui pourraient porter le cycle qui vient? Alors, on joue tous à ce jeu-là. Donc, le cycle est assez polarisé. On va retrouver Bitcoin et Ether qui à chaque cycle gagnent des parts de marché. Donc là, il n'y a pas de suspense. Et en marge, donc, on va retrouver évidemment les mêmes coins. Si on regarde, alors moi, évidemment, c'est pas nécessairement le secteur qui m'inspire le plus, mais toujours est-il que c'est ce que le public demande. Donc si on regarde les volumes, les mêmes coins font un carton et quelque part c'est ce qui s'approche le plus du jeu d'argent, même si c'est pas ce que je préconise. Donc la proposition de valeur est simple, c'est l'espoir de faire des multiples incroyables tout en riant. Il y a aussi un aspect contre-culture qu'on va retrouver dans les mêmes coins. Donc les mêmes coins c'est une tendance. Et ensuite je peux en citer 3-4. On va retrouver peut-être la social fee, c'est-à-dire que le mélange des réseaux sociaux et des crypto-monnaies. Je pense à Telegram avec son token Ton qui est en train de faire un carton, tout simplement parce que Telegram a 900 millions d'utilisateurs et donc c'est un canal d'acquisition qui est potentiellement puissant. On va trouver peut-être la game fee, c'est-à-dire que le mélange des jeux vidéo et de la finance décentralisée. On a eu beaucoup d'espoir, mais pour l'instant on ne voit pas encore beaucoup de volume. Il y a les real world assets, c'est-à-dire qu'on retrouve des actifs de la finance traditionnelle qui vont être tokenisés sur des blockchains et qui vont profiter de la facilité de transaction qu'on retrouve sur les blockchains. Ensuite, l'autre gros... Une dernière, on arrive au bout du temps, Benoît. Stablecoin. Les stablecoins. Ce sont les stablecoins qui font énormément de volume et qui sont un des cas d'usage phares des crypto-monnaies. Et donc, on retrouve plein de projets. Je pense à Ethena, je pense à Usual de Adita Kambata que vous recevez de temps en temps, Ondo. Enfin, on pourrait en citer plein et c'est un gros marché. Et ben justement, voilà, du côté des stablecoins, il y a plein de choses qui arrivent, notamment le 30 juin, à la fin de ce mois-ci, l'application de l'entrée en vigueur de MiCA. Il faut qu'on en parle. Bon, malheureusement, on arrive au bout du temps, mais vous reviendrez tous les deux, parce que j'ai plein de questions sur les tendances, sur les stablecoins et tout ce qui pourrait animer le marché dans les semaines et mois qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benoît Huguet, cofondateur du journal du Coin, et Nicolas Louvet, donc joyeux anniversaire de Coinhouse, 10 ans, CEO de Coinice. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.